Avec pour objectif de faire passer son économie à 3 000 milliards de francs CFA en 2025 contre seulement 500 milliards en 2018, le ministère des Eaux et Forêts multiplie les stratégies pour booster l'industrie du bois au Gabon, notamment un secteur entaché ces derniers mois par plusieurs scandales, à l'instar de l'affaire Kevazingo Gate. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Complément de l'information. Mon invité aujourd'hui est le professeur Lee White. Monsieur le ministre, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Alors pour nos téléspectateurs, je rappelle que vous êtes donc le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat, des objectifs de développement durable et du plan d'affectation des terres. Monsieur le ministre, autant de départements. Mais vous êtes ici, on a coutume de vous recevoir, je veux le rappeler à nos téléspectateurs, dans le cadre de l'environnement aujourd'hui. C'est un tout autre plan, un tout autre pan de votre département, le département dont vous avez la charge, la question de la filière forêt-bois qui nous intéresse. Avec vous, on parlera de l'industrie du bois au Gabon, gestion et apport au PIB. C'est maintenant dans Complément d'information. Voilà, messieurs, bienvenue de nouveau sur ce plateau de Complément d'information avec moi pour parler de l'industrie du bois au Gabon, notamment dans la gestion et l'apport au produit intérieur brut. Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, le professeur Lee White, bienvenue de nouveau, monsieur le ministre. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Très bien. Ben, écoutez, d'entrée de jeu, on va peut-être commencer par cette grande réforme qui avait marqué le Gabon pour planter le décor, notamment avec l'arrêt ou du moins l'interdiction d'exportation des grumes à l'état brut. Aujourd'hui, ça fait quand même 10 ans que le Gabon n'exporte plus les grumes à l'état brut. Quel est le bilan de ce secteur-là? Pour moi, le bilan est mitigé. Effectivement, le président de la République a pris la décision d'interdire l'exploitation des grumes et aujourd'hui, 100% de notre bois est transformé au Gabon. Mais une grande partie de ce bois suit une première transformation. Donc, on scie l'habit en planches et même sans sécher les planches, on exporte les planches à l'international. Donc, côté valeur ajoutée, côté création d'emplois, c'est bon, mais ce n'est pas très bon. Est-ce qu'il y a des chiffres par rapport à avant 2010 de ce qui se faisait? Est-ce qu'il y a eu plus d'investisseurs dans ce secteur-là? On a de plus en plus d'investissements. On a multiplié par 4 le nombre d'emplois dans le secteur forestier. On a multiplié quand même par 4 la contribution à l'économie. Donc on fait des avancées. On crée plus d'emplois et on génère plus de l'argent avec moins de bois. Donc on peut dire que l'appareil du président de la République a réussi. Mais si on veut vraiment que la forêt, qui couvre 88% de notre territoire, contribue dignement, et pour moi, ça doit monter à égalité avec le pétrole. Bien sûr. Si c'est digne. Puisqu'on veut diversifier l'économie, on voudrait, effectivement. Donc on cherche, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la forêt contribue vraiment à notre économie. Qu'est-ce que vous proposez, monsieur le ministre? Et pour ça, il faut passer au deuxième et surtout au troisième transformation. Quand on dit troisième transformation, ça veut dire on fabrique les meubles, on fabrique des portes, les cadres de fenêtres. Qu'est-ce qui empêche encore aux entreprises locales de passer à ces niveaux de transformation-là? Ça commence maintenant. Je sais encore qu'on a 2 usines très avancées. J'ai visité la semaine dernière où on fabrique les meubles, les fenêtres, les portes et tout ça. Donc ça commence, je dirais, timidement, mais on a quelques investisseurs qui ont déjà mis de l'argent. Et on voit que quand on passe du deuxième au troisième transformation, on multiplie presque par 10 le nombre d'emplois et la contribution à l'économie. Donc c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Mais il faut faire plus. Si on regarde un pays comme la Malaisie, par exemple, ils ont la même superficie de forêt que nous. Mais leur économie forestière, c'est 10 fois plus que la nôtre. Nous, on a 27 000 emplois au Gabon, dans le secteur forêt. En Malaisie, ils ont 300 000 emplois.
Donc on peut mieux faire. 10 fois plus. Et quand on compare, côté superficie de forêt, c'est la même superficie. Ils ont une forêt un peu plus productive, donc ils peuvent couper un peu plus par hectare. Ouais. Hein. Mais ce qui est vraiment différent, c'est qu'ils ont également fait des plantations. Il y a des espèces d'arbres qui, avec une croissance très rapide, donc si on les plante en plantation, si on fait une combinaison de bois de plantation avec le bois précieux, le joli bois qui sort de la forêt naturelle, c'est là où on peut vraiment augmenter notre économie Dans forestière. l'urgence, est-ce que cette piste qui est de replanter certaines essences serait la mieux adaptée au contexte du Gabon, comme vous l'avez signifié, qui est quand même recouvert à plus de 80% de son territoire par la forêt? On a quand même de la savane au Gabon, on a quand même de la forêt dégradée. Et c'est ce qui fait la richesse donc, aussi. Il y a la place. Avec 200 000 hectares de forêt de plantation, on peut ajouter 10 millions de mètres cubes par an sur notre secteur forestier. On peut multiplier l'économie jusqu'à 10 et on peut créer 50, 60 000 emplois. Est-ce que la solution, il ne faudrait pas aller la chercher dans une meilleure gestion de l'existant déjà? Il faut déjà faire ça et on fait beaucoup de travail pour améliorer la gestion de la forêt actuelle, de rendre plus transparent, éliminer ce qui a créé ce problème de Kavizingo Gate. J'en parle pas beaucoup maintenant. Pour moi, Kavizingo Gate, c'est quelque chose du passé. Mais quand même, Monsieur le ministre, puisque vous avez parlé de cela, on est obligé, parce que les populations se posent la question, vous avez retrouvé les conteneurs au niveau du port d'Ovendo. Que deviennent tous ces stocks de bois qui ont été retrouvés? Est-ce qu'ils ont finalement été exportés? Est-ce qu'on les valorise autrement au niveau national? Qu'est-ce qu'on en fait? On commence maintenant, un an plus tard, à valoriser ce bois. Comment? Donc nous avons saisi 160 à peu près de conteneurs de Kavizingo. On a tout déplacé en coque dans un site sécurisé. D'accord. On a commencé à vider les conteneurs pour pouvoir mesurer le bois. Donc on vient de terminer les premiers 23 conteneurs. Et là, c'est uniquement l'État ou bien vous sous-traitez avec des entreprises installées à Coque? Les entreprises là-bas nous aident avec les équipements, mais c'est des agents de l'État c'est les agents des eaux et forêts, mais bien sûr les agents de la douane et les agents de la justice. Bien sûr. Donc on vient d'avoir l'autorisation de vendre les premiers lots de Kavizingo. Et dans les prochains mois, on va vider tous les conteneurs et on va vendre ce bois au bénéfice de l'État. Donc, on va transformer ce bois illégal qui était en train d'être exporté en planche. En première transformation. En première transformation. On va le vendre, mais bien sûr, la règle, c'est que ça doit être transformé en meuble avant d'être exporté. Est-ce que c'est la même stratégie pour le bois qui avait déjà été coupé en forêt, mais qui ne se trouvait pas encore du côté du port? C'est ça la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être... On a déjà commencé à recenser partout au Gabon tous les arbres abattus. Maintenant, on va aller les récupérer. Les arbres qui sont à côté du village, une fois qu'on a vendu le bois, on va rendre une partie des bénéfices au village, pour développer le village. Mais tout ce bois, encore une fois, va être vendu au bénéfice de l'État. Ça va être transformé en meubles avec les usines qui existent maintenant en Coque pour transformer le Kavizingo en beaux meubles. Et on va transformer cette espèce qui est emblématique, qui est sacré pour certains Gabonais, qui est très beau, qui est prisé à l'international. On va créer une exploitation durable de cette espèce. Et là, on est dans quelle durée, Monsieur le ministre? À 2, 3 ans, 10 ans? Un an. Un an, d'accord. Ça a déjà commencé. Ça va nous prendre 12 à 18 mois, je pense, pour tout récupérer. D'accord. Et dès que tout ça s'est fait, on va proposer au gouvernement
un décret pour de nouveau autoriser l'exploitation de Kabazingo, mais exploitation durable. On a fait des inventaires, on sait qu'on peut exploiter à peu près 40 000 mètres cubes par an. D'accord. Et si on transforme ces 40 000 mètres cubes en meubles au Gabon pour le marché de l'export, on crée des emplois pour les Gabonais et on crée des richesses au Gabon. D'ici un an, vous voulez rouvrir l'exploitation au Kabazingo, mais quelle stratégie, quel cadre finalement vous avez pris au niveau du ministère pour mieux surveiller cette exploitation-là? Parce que jusqu'à présent, on se pose quand même la question, comment plusieurs milliers de conteneurs ont fait pour passer de la forêt devant le regard des eaux et forêts, devant le regard des agents de la douane, on fait pour traverser tous les barrages qu'il devrait y avoir pour encadrer finalement cette exploitation. En effet, vous le dites bien, ce n'est pas simplement un problème des agents des eaux et forêts. Pour déplacer 350 conteneurs, toute la République le voyait. Quand même. Donc, on peut dire peut-être que nous tous, on était là-dedans. Comment à l'avenir on fait pour éviter ce genre de scandale? À l'avenir, il faut mettre en place des meilleurs systèmes de gestion de la forêt. On est en train de créer une base de données électronique pour que, avant qu'un groumier se déplace avec du bois, on aura des puces, comme les GPS sur les camions pour qu'on puisse suivre le camion depuis la forêt jusqu'à l'usine. On va améliorer les bases de données où on quantifie la quantité de bois qui rentre dans les usines et qui sort des usines. Donc, à chaque étape, il y aura des bases de données électroniques et un meilleur suivi de ce qu'on appelle la traçabilité du bois. Donc, l'idée, c'est qu'on peut partir d'une photo dans la forêt de l'arbre et tracer l'arbre jusqu'au port. Et là, il y aura des missions conjointes avec les autres services de l'État. Et en rendant tout ça transparent, en créant une base de données qui est visible pour nous, mais visible également pour la douane. Il le faut. En partageant les données, on a constaté que depuis 3-4 ans, il n'y a aucun échange de données entre les impôts, la douane. Comment ça se fait, monsieur le ministre? Et des eaux et forêts. Je pense que, pour être honnête, je pense qu'en 2014, on a stoppé les primes au niveau des eaux et forêts, les fonds communs. J'ai l'impression que les gens boudaient un peu. D'accord. Et ça crée un petit peu de stress entre les différents services. Mais aujourd'hui, quand on commence à regarder avec les impôts, est-ce que les forestiers ont payé des impôts, de taxes de superficie? Pour beaucoup, non. C'est pas payé, parce que c'est nous, les agents des eaux et forêts, qui suivent ces choses. Il faut absolument que nous, on travaille avec les services des impôts et donc, à de votre la douane. niveau, vous avez failli. On a beaucoup fait pour améliorer la collaboration entre les différents services. On a créé un comité tripartite qui commence à se réunir régulièrement. On travaille beaucoup avec le ministre Jean-Marie Ogundaga sur l'économie pour formaliser toutes ces choses. Et si on veut que l'industrie travaille correctement, il faut cette transparence de gestion. Il faut que les forestiers savent qu'on les regarde, mais il faut également qu'ils savent qu'on est avec eux. Vous avez parlé de primes, monsieur le ministre. Aujourd'hui, la grogne monte du côté de votre département ministériel. Vous n'êtes pas sans ignorer ceci, surtout en ce qui concerne les primes liées notamment à l'activité de l'industrie du bois via des taxes qui seraient prélevées dans le secteur. Qu'en est-il exactement, monsieur le ministre? Pourquoi ces primes ne sont pas reversées aujourd'hui aux agents? Dans le passé, on prenait une partie des taxes de superficie, les taxes d'abattage des bois. Et ce pourcentage, 30% de ces recettes, revenaient au ministère des Eaux et Forêts pour nous permettre de payer des primes. Des primes qui reconnaissent l'effort
des agents des eaux et forêts qui travaillent souvent en pleine forêt, qui travaillent sous la pluie, qui travaillent le week-end, Donc, pour reconnaître tous ces efforts faits par les agents, on les donnait des primes. En plus, cet argent finançait également des équipements, des GPS, tous les équipements, les outils de travail. Donc, arrivant ministre des Eaux et Forêts il y a un an maintenant, j'ai trouvé que ce système avait été abandonné en 2014. C'était au moment qu'on a mis en place le PIP, il y a eu des réformes des salaires des agents de la fonction publique. PIP qui a marché pendant un moment et puis a été stoppé. Et c'est à ce moment-là que les primes n'ont pas été rétablies. Ensuite, on a rétabli les primes. C'est le ministre Paco Moubale qui a pu rétablir les primes sur la base des amendes. Donc, plus sur le pourcentage des taxes, parce que les taxes rentraient au trésor pour payer les salaires, à la limite, mais sur tout le travail des agents des eaux et forêts, toutes les amendes, tous les saisies du bois, cet argent rentre au ministère et paye actuellement des primes. Donc, en ce moment, les primes sont payées. Le problème de mes agents, c'est les montants des primes, si vous voulez. Les primes, on est en train de préparer les primes du deuxième trimestre. Les primes ont été revisitées, ce ne sont plus les mêmes montants qu'à l'époque? En fait, c'est en fonction de notre travail, si vous voulez. L'argent qui rentre, c'est les amendes, les saisies du bois. Donc, si on ne fait pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup qui rentrent et il n'y a pas beaucoup de fonds pour payer les primes. Donc, c'est un peu paradoxal. Je ne peux pas dire que c'est un faux problème. Je soutiens mes agents. D'accord, parce que c'est légitime. C'est légitime, cette demande de prime. On va payer un prime raisonnable ce trimestre. Mais qui ne seront pas les mêmes primes que par le passé. Qui ne seront pas les mêmes montants. Si on va sur le terrain pour saisir tout ce qu'est Bazingo, si on va là où il y a de l'exploitation illégale et on stoppe ça et on saisit le bois abattu illégalement, ça va faire entrer de l'argent qui va pouvoir payer les primes. Donc, pour moi, c'est un peu un faux problème parce qu'à partir finalement, c'est un faux problème. Du trimestre prochain, avec tout cet bois saisi qui va rentrer, on aura de l'argent. Et on pourra payer les primes. Pour payer les primes. C'est votre parole, monsieur le ministre. C'est mon parole et pour moi, c'est un problème quasi résolu. D'accord. Avec tout ce qu'on a en stock de bois illégal déjà saisi qui doit être vendu, je peux payer les primes correctes pour les prochaines 18-24 mois. Les agents vous regardent, c'est la parole du ministre. Et ça, c'est mon parole. Et ça nous donne le temps de bien travailler avec le ministre de l'économie sur quelque chose de durable. Ce n'est pas forcément très sain de payer des primes avec les amendes. Parce que ça nous pousse à trouver des failles. Ça nous pousse, quand on va sur les chantiers forestiers, de chercher à tout prix à trouver des infractions. Où on veut plutôt créer un vrai partenariat avec le secteur privé et les forestiers. Donc, je ne suis pas satisfait avec cette méthode. Je pense que les amendes, on devrait les utiliser pour restaurer le dégât provoqué par les exploitants illégaux. Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous proposez, monsieur le ministre? On devrait trouver une autre source pour payer les primes. Qu'est-ce que vous proposez? Mais compte tenu de l'effet qu'on a une visibilité de 18 mois devant nous, on a du temps. Vous allez travailler de s'asseoir avec le ministère de l'économie, de voir quelle est la meilleure façon de faire. Et
On ne peut pas régler le problème seulement pour les eaux et forêts. Il y a d'autres ministères productifs. Hein. On ne va pas régler un problème aux eaux et forêts et provoquer une grève aux mines ou au pétrole ou ailleurs. Monsieur le ministre, il faut qu'on est posé, il faut qu'on regarde bien et on trouve une solution qui peut être durable et qui peut marcher pour tout le monde. Monsieur le ministre, une des revendications des syndicalistes, c'est celle de la fermeture de certains entrepôts. Beaucoup se plaignent de ne plus pouvoir empoter leur bois parce que vous avez décidé, dans une circulaire, de tout concentrer au niveau de la SNBG, avec exception pour certaines entreprises. Ils ne comprennent pas pourquoi ce caractère discriminatoire de permettre à certaines entreprises de continuer d'entreposer leur bois et à d'autres non. Qu'est-ce qu'il en est, Monsieur le ministre? Est-ce que cela pourrait se fixer dans la durée? Est-ce qu'on est parti pour 1 mois, 3 mois comme ça? Parce qu'il faut le rappeler, nous sommes en pleine pandémie de Covid-19 et ce sont des emplois également, Monsieur le ministre, qui ont été, entre parenthèses, mis en chômage technique. Mais c'est surtout à cause du problème de Covid qu'on a pris cette décision de centraliser le tout au niveau du port pour les empotages. On avait avant une trentaine de sites qui n'arrivaient pas forcément à respecter toutes les mesures préconisées par le comité Covid. D'accord. Donc, on a mis en place un seul site pendant cette période de Covid pour nous permettre quand même de continuer à exporter du bois. Monsieur le ministre, vous conviendrez avec moi que ce sont des emplois qui sont à l'arrêt, ce sont même des activités industrielles qui sont quasiment à l'arrêt. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de faire fuir également les investisseurs? Je ne pense pas. Il n'y a pas des activités forestières à l'arrêt à cause de cette question d'empotage. Voilà. Le problème qu'on a actuellement, c'est que le secteur bois mondial a souffert avec l'économie mondiale. Donc, l'économie de l'Inde est presque fermée. Donc, tout ce qu'on exporte vers l'Inde ne part plus. La Chine a descendu. Maintenant, c'est en train de reprendre. Donc, il y a la question de empotage. C'est lié avec la première question qu'on a discutée, le problème de Kevazingo. De Kevazingo, d'accord. Le Kevazingo a été emporté dans beaucoup de petits sites d'empotage sur lesquels les eaux et forêts et les douanes n'avaient pas de visibilité. Et si on regarde ailleurs dans le monde, il y a dans beaucoup de pays, c'est le gouvernement, quand ça arrive au moment d'emporter, donc on peut stocker le bois là où on veut, mais au moment de charger le bois dans les conteneurs, malheureusement, quelquefois, il y a des sociétés qui essaient de tricher, de cacher un peu de Kevazingo derrière le Koumé. Donc, c'est là où on doit avoir une vraie visibilité. Donc, au niveau de la Société nationale des bois du Gabon, il y a une véritable visibilité, un véritable regard de l'administration dont vous avez la charge. Nous sommes dans les hangars. On est en train d'installer les caméras pour qu'on regarde chaque chargement de bois. Donc c'est vraiment une situation où on met en place une transparence dans l'empotage pour qu'on peut veiller qu'il n'y a pas une répétition de ces problèmes de Kevazingo. Monsieur le ministre, certainement la question pour terminer, quelles sont les perspectives selon vous pour cette filière forêt-bois pour davantage booster sa contribution au PIB, pour inverser la tendance actuelle? Nous avons plusieurs projets qui vont aider le Gabon à sortir de la crise actuelle de Covid. Oui. Donc, on a fait la zone spéciale d'un coq. Ça a tellement bien marché qu'on va maintenant faire une zone spéciale économique à Franceville. D'accord. Toujours dans le bois? Dans le bois. D'accord. L'agriculture aussi après, mais d'abord dans le bois. Et une zone spéciale économique à Lambaréné. D'ici 1 an, 2 ans? D'ici 6 mois. 6 mois. D'ici 6 mois. C'est déjà en route. D'accord. Et entre ces deux projets phares, on envisage de créer à peu près 5 000 emplois. En plus, ce projet de plantation, il va falloir 5 ans
que les arbres agrandissent. Mais on commence déjà le projet de plantation forestière. Et ce sont des essences autres que celles qui existent déjà au Gabon? Exact. C'est des essences à croissance rapide. Et avec ce projet, on espère créer cette année 6 000 emplois. Donc le secteur forêt va, j'espère, aider le Gabon à rebondir après la crise économique provoquée par Covid-19. Et sur une échelle, bien sûr, on ne peut pas faire tout de suite, ça prend du temps, mais sur 5 ans, on va voir 30 à 50 000 emplois. Oui. Sur 10 ans, on va voir 100 000 emplois. On est en train de terminer la stratégie. J'ai déjà défendu une fois en conseil interministériel la stratégie forêt. Ouais. On est en train de le finaliser maintenant. Et avec le ministre de l'économie, on va prendre des décisions pour veiller que, de faire à mesure que le pétrole, les recettes pétrole, avec tout ce qui est changement climatique et tout ça, sur les prochains 20 ans, il faut attendre que les recettes pétrole diminuent. Donc, il faut que la forêt augmente pour pouvoir la remplacer à temps. Et on est bien lancé avec tous ces projets qui commencent déjà. On est bien lancé sur cette stratégie qui va effectivement voir 3 000, même peut-être 5 000 milliards de l'économie forestière au Gabon et minimum 50 000 emplois de plus. Et bien sûr, au Gabon, on a une population qui est jeune. C'est pour ça qu'on résiste à la limite le Covid-19 en partie. Mais il faut qu'on trouve les emplois pour ces jeunes. Et c'est le secteur forêt qui va nous permettre de le faire. Qui peut être pourvoyeur de ces emplois-là. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, des projets structurants pour lesquels nous vous souhaitons bon vent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur Lee White, je rappelle, vous êtes le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat, des objectifs de développement durable et du plan d'affectation de terres. Oh, que de départements à gérer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, encore pour vos éclaircissements. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.